Bon midi à tous. Bienvenue à l'avant-dernière activité de la semaine de la formation à distance 2024. Déjà, l'avant-dernière activité, je m'appelle Sarah Dumais-April, je suis conseillère aux événements à Fadio. Je souhaite un beau bonjour à nos participants. On se retrouve ce midi pour une activité qui est un peu comme la cerise sur le Sunday de notre belle semaine. Il y a de la fébrilité dans l'air. C'est un moment qui est toujours très, très attendu de nos participants. Mais c'est également un gros mandat pour les personnes intervenantes. Jean, Pierre, Marielle et Émilie, j'espère qu'en ce moment, vous m'en voulez pas trop de vous avoir sollicité pour un pécha-coucha. Je vois que tout le monde sourit, donc je vais prendre ça pour un bon signe quand même. Ce midi, Pécha-Coucha, pardon, qui est propulsé par l'école branchée. Et j'invite d'ailleurs Laurie Couture, qui est conseillère pédagogique, à venir nous rejoindre. Laurie, tu nous animes ce beau Pécha-Coucha-là ce midi. Comment tu te sens? Bien. C'est vraiment plus le fun, cette posture-là, que quand tu le fais toi-même. Parce qu'il y a 2 ans, Maxime, qui est à Fadio maintenant, m'avait demandé de le faire. Puis c'était vraiment anxiogène et créatif à la fois. Donc, très honorée de pouvoir l'animer ce midi, très honorée d'avoir pu collaborer à distance avec les participants qui vont le faire et j'ai vraiment hâte de vous lire dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Oui, c'était avec le micro-ondes, Émilie, tu t'en souviens? C'est ça. J'avais fait, oui, j'avais fait l'allégorie du micro-ondes. Euh, oui, d'ailleurs, oui, c'est ça, je veux dire aux participants, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Je vous Oui, dirais qu'avec le rush d'adrénaline que ça nous apporte, de voir l'impact que ça a à distance comme ça, c'est vraiment intéressant, ça nous fait du bien, puis ça nous permet d'avoir un petit peu d'humanité dans tout ça. Fait que n'hésitez pas à commenter dans le chat pour pendant le pécha coucha, là, c'est ça. oui. Ben, puis nous, on a une équipe de modération de notre côté là, qui va prendre justement en note vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas pour les écrire. On aura un petit retour là, avec tous les intervenants à la fin de l'activité. Laurie, je te laisse présenter ces belles personnes-là puis nous faire une belle petite introduction. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon pécha coucha. Merci, Sarah. Donc, je vais prendre le temps de remercier Fadio, la semaine de la FAD, de nous donner encore cette année l'opportunité de collaborer avec vous, de collaborer avec eux pour la semaine de la FAD, qui est vraiment un événement très, très intéressant pour le développement professionnel, surtout les plans et en plus le interordre. C'est toujours intéressant de voir des gens de différents ordres discuter ensemble, aborder des enjeux que finalement tu te rends compte que tu n'es pas seul à vivre là, dans ton milieu. Fait que merci beaucoup pour cette opportunité-là. Étant donné que je sais que le pécha-coucha, c'est quelque chose de très stressant, d'ailleurs, on va y revenir à ce terme-là, qu'est-ce que c'est un pécha-coucha et tout, j'ai décidé que j'allais élonger le plaisir et faire une petite introduction sur la thématique au lieu de lancer tout de suite la présentation de nos participants ce midi. Le thème du pécha-coucha, c'est l'innovation au centre l'innovation d'éducation, le mouvement dans la pratique, au centre du mouvement dans la pratique. Donc, et le thème de la semaine de la FAD, c'est le paysage éducatif en mouvement. Fait que dans les deux, il y avait le mot mouvement. Euh, Pierre qui me dit de ne pas trop étirer. Quitte-toi pas, je gère ça. J'ai ma montre. Donc, le mouvement. Je me suis dit que j'allais me questionner un petit peu sur c'est quoi le mouvement en éducation, c'est quoi le mouvement en général. Fait que je vous ai préparé une petite présentation très rapide. Vous voyez bien mon écran, donc un petit canevas vite, vite sur c'est quoi ça, le mouvement. Je vous ai sorti des données intéressantes à ce niveau-là aussi. Et après ça, ça va mettre la table pour faire le lien avec nos différents participants. Quand je dis mouvement, qu'est-ce qui vous vient en tête? Mettons que je vous dis ça. Le mot mouvement, qu'est-ce qui vous vient en tête? Personnellement, moi, c'est ça. C'est une vague. C'est ça. Je trouve que c'est une vague. Tu sais, mettons que tu me dis, mets-moi en mouvement, mets-toi en mouvement, je vais comme faire tout de suite, tu sais, de quoi comme ça, un peu comme tantôt quand j'ai dansé. Donc, c'est quoi les vagues en éducation? Fait que je suis allée chercher une belle définition d'une vague en éducation. Attendez, ça va venir. Là, ouais.
Elle est ici. Et voilà. Donc, une vague, c'est un mouvement. Fait que je me suis dit que je n'étais pas pire. Je me suis dit que c'est dû au courant, au vent. Donc, c'est un mouvement qui est en réaction, mais c'est aussi une action. Donc, c'est quelque chose qui bouge. En éducation, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est en réaction? Qu'est-ce qui est en action? J'ai passé au numérique. Je me suis dit que grâce au numérique, on est tous ici aujourd'hui. S'il n'y avait pas la force du numérique, on ne pourrait pas être tous ensemble en ligne comme ça. On pourrait probablement pas offrir des formations à distance. On pourrait probablement pas régler tous les enjeux de la société. Après ça, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui fait que le mouvement s'enclenche. Si on pense aux vagues, c'est sûr que c'est physiologique. Mais en fait, une vague, c'est une réaction à un déclencheur. Une action, ça va être quelque chose qu'on va faire face à un besoin. Fait que l'ère du numérique nous permet de nous mettre en mouvement plus facilement parce que ça nous donne accès à quelque chose qui n'existait pas avant. L'ère du numérique, c'est grand. À l'école branchée, ça fait partie de notre mission d'accompagner les gens du milieu de l'éducation à avoir des pratiques pédagogiques intéressantes à l'ère du numérique avec les outils numériques. Qu'est-ce que c'est l'ère du numérique? Qu'est-ce que ça sous-entend? Quel mouvement ça nous a permis de faire en éducation? Je suis allée voir des belles données. L'UNESCO a fait un excellent rapport sur le mouvement en éducation, en fait, sur les technologies en éducation. Elle s'est basée sur la mission, la Déclaration universelle des droits de l'homme, plus précisément, pour dire que n'importe quel établissement scolaire ou personne qui éduque dans le cadre de l'école devrait faire en sorte que la personne puisse viser le plein épanouissement de la personnalité humaine, le renforcement du respect des libertés fondamentales, bref, et à constater face à cette mission-là que le numérique doit faire partie intégrante de l'éducation. Puis on le voit encore plus avec tout ce qui est formation à distance, comme cette semaine. Est-ce que c'est égal partout? Malheureusement, non. Ils ont aussi analysé des données au niveau mondial. Ils ont pris certaines données de certains pays. Ici, c'est les pourcentages des personnes entre 3 et 17 ans qui ont un accès à Internet à la maison et qui peuvent utiliser cet accès-là. On ne parle pas des personnes qui ont un outil numérique pour accéder à Internet. On parle de quelqu'un qui a Internet à la maison. Est-ce qu'au Québec, c'est quelque chose qu'on réfléchit, ça, nous? Est-ce que j'ai Internet à la maison? Je peux suivre une formation? Non. On peut prendre en compte que ça, c'est un mouvement qui a déjà été abordé. On a le Wi-Fi, on a accès on va quelque part. Sont où les toilettes? Est-ce que je peux m'acheter du café? C'est quoi le code Wi-Fi? C'est comme nos 3 besoins de base maintenant en 2024. Donc, c'est super intéressant comme donnée de se dire que le mouvement en éducation n'est pas pareil partout. Au Québec, on s'est bien sûr adapté selon notre situation. La pandémie a accéléré les choses. Maintenant, la quasi-totalité des écoles et des classes du Québec ont accès à une connexion Internet qui est stable, ont accès à des outils numériques, ont accès à de l'éducation pour développer la compétence numérique des élèves. C'est quelques chiffres qui sont issus là, justement d'un article là, de l'École branchée qui a été écrit par Martine Rioux. Et pour terminer, la FAD, la formation à distance au Québec. Avant là, de penser qu'on avait une connexion Internet partout, chez tout le monde et dans toutes les écoles, est-ce que vous pensiez que la formation à distance était quelque chose d'aussi déployé, d'aussi accessible? La formation à distance vient démocratiser. C'est un méchant beau mouvement. Ça permet à la population de faire des mouvements qui sont intéressants, de faire des pas vers ce qu'ils veulent développer. Maintenant, je vous invite, on va creuser un peu plus, puis on va le faire avec les personnes qui sont ici ce midi avec moi. Donc, le mouvement. On vient de déterminer qu'en éducation, le mouvement a été important pour justement faire une différence, pour diminuer, voici Marie-Josée, elle vient de le nommer, une fracture numérique sociale. Donc, ce midi, pour aborder comment en éducation le mouvement se produit, comment l'innovation se produit, j'introduis notre premier présentateur. Notre premier présentateur est conseiller pédagogique ici au Centre de service scolaire d'Effort et co-animateur de la communauté de pratique des conseillers pédagogiques de Fadio. Enseignant au secondaire de formation, il a notamment enseigné l'histoire, la géographie et l'éthique.
Il s'intéresse tout particulièrement au développement professionnel des personnes enseignantes et aux transformations du monde de l'éducation. Il collabore avec divers acteurs du monde de l'éducation pour réaliser des projets où le numérique est au service de la pédagogie. C'est pour ça qu'on t'aime à l'école branchée d'ailleurs, Jean. Novateur, rassembleur et toujours de bonne humeur, c'est lui qui brise la glace pour cette édition 2024 du Pécha Coucha, mon ami Jean Bélanger. Je te cède la parole. Comment tu te sens? Merci, Laurie. Quelle présentation. Je me sens bien. J'aime comment tu as placé les choses dans ton Essaie introduction. d'avoir une espèce de vue globale de c'est quoi du mouvement en éducation, comment ça se présente un peu partout autour de nous. Fait que je te laisse nous montrer comment toi, dans ton quotidien, le mouvement et toi, comme conseiller pédagogique, ça se vit. Fait que, Maestro, si vous pouvez me kicker out de l'écran, laisser place à notre beau Jean national et partager sa vidéo. Je te souhaite un bon pêche à coucher, mon ami. Alors, Jean, je vais te lancer un petit 1, 2, 3 go avant de lancer la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Excellent. Alors, tu peux suivre mon petit curseur là, qui est sur le play. 1, 2, 3, go. Donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sur ce thème, innover en éducation, le mouvement au centre de la pratique, c'est vous lancer une invitation. Aujourd'hui, je vous lance une invitation au moment présent, une invitation à cultiver le changement par le mouvement, par l'action. Une invitation à prendre conscience du mouvement incessant. Éducateurs, éducatrices, innovateurs, innovatrices, je vous invite aujourd'hui, ici, maintenant, à vous éloigner du tourbillon, à le regarder, à vous en distancer, à prendre la pleine conscience de la force de ce mouvement. À l'image plutôt du jardinier, contemplatif, pourtant très conscient de tout le travail, de toutes les actions, de tout le mouvement, de toutes les conditions nécessaires à l'épanouissement de la vie, à la croissance d'un jardin luxuriant, je vous invite à constater l'ampleur, la portée des gestes simples que vous posez au quotidien. Pour s'engager dans le mouvement vers l'innovation, en éducation comme ailleurs, il faut d'abord être porté par une vision, des valeurs. On désire sincèrement incarner des idéaux qu'on porte. Je vous invite à prendre conscience de votre idéal, à imaginer, à le voir, votre jardin luxuriant, votre classe, peut-être votre école idéale. La petite étoile sur notre feuille à l'école, on l'apprécie tous. Cultiver l'étincelle, il faut soutenir la motivation. Ça prend des incitatifs. Quelles sont les petites, les grandes victoires atteignables qui vont vous donner envie de continuer, d'aller dans le mouvement? Quels incitatifs pouvez-vous mettre en place pour soutenir le mouvement, soutenir les innovations? J'invite à cultiver le développement des compétences. Enseigner, c'est mobiliser une multitude de compétences complexes dans un contexte en constant changement. S'engager dans un développement continu, ça soutient tout ça. C'est reconnaître ses besoins sur notre équipe de travail, mais aussi peut-être même surtout les besoins des apprenants. Pour combler les besoins, les ressources sont essentielles. Sans ressources, on peut difficilement avoir les moyens de nos ambitions. Je vous invite à connaître les plateformes, les outils, les personnes qui peuvent nous aider à s'y retrouver, connaître les ressources, mobiliser ou avoir les ressources même à inventer pour continuer d'avancer. Finalement, se doter d'un plan d'action, c'est réfléchir au contexte, aux conditions de réalisation, c'est classer les actions qui vont permettre la réalisation de la vision. Pour innover, s'approcher de l'école ou de la classe idéale, j'invite à imaginer un futur très rapproché. On est capable de voir ensemble. Vision, plus motivation, plus compétences, plus ressources, plus planification égalerait changement. Rien de révolutionnaire, je viens de résumer des idées d'un manuel, le pilotage du changement. Mais je vous invite maintenant à aller plus loin. Passer de la gestion du changement à l'humain, au mouvement, à l'innovation. C'est que le mouvement ne suffit pas. Si on enlève la vision, le mouvement va se poursuivre, mais le mouvement n'aura pas de direction. On va vivre le tourbillon de la confusion. N'attendez pas que la vision vienne d'ailleurs. Prenez le temps de regarder, distancez-vous-en, comme j'invitais au départ. Si on ne met pas en place des incitatifs, des éléments qui favorisent la motivation, le changement n'aura pas lieu. Il va avoir lieu, pardon, mais dans un mouvement au ralenti.
Si on ne se sent pas assez compétent, on pourrait vivre de l'insécurité, voire de l'anxiété. Si on manque des ressources, on pourrait être frustré. Si on n'a pas de plan, on risque de partir dans la mauvaise direction. Oui, Sylvain, exactement ce manuel dans le chat. Tentez une seule seconde d'imaginer un changement, mais sans aucune action avec effet direct sur l'apprenant. Ce n'est pas un changement. Pour cultiver l'innovation, il faut que tout soit en mouvement, en action. Ce que je propose, c'est de considérer l'action comme un facteur multiplicateur qui mène à l'innovation. On va rembobiner. Se doter d'un plan d'action, ça ne suffit pas. J'invite à plonger dans l'action en identifiant votre prochain plus petit pas possible, celui qui fera avancer. On avance d'un pas, on sème une graine, on recommence. Le geste de planifier ne suffit pas. Dans un plan d'action, c'est l'action qui compte. Dans un milieu de l'éducation qui est riche en ressources de toutes sortes, à l'ère de l'infobésité, on ne peut pas se satisfaire de savoir qu'il existe plein de ressources. J'invite à plonger dans l'action, à choisir nos ressources, à se les approprier, à les mobiliser dans la pratique, dans la salle de classe. Même chose avec les compétences. Se sentir capable ou incapable, c'est un facteur déterminant de notre capacité d'action. Développer ses compétences professionnelles, c'est essentiel à la capacité de mouvement. Par exemple, moi, je ne pas de faire un kickflip. Ce mouvement-là, ça ne fait pas partie de mes compétences. Mais je sais que pour y arriver, je devrais apprendre, essayer, faire des erreurs, sûrement même me faire mal. En équipe, on peut soutenir la motivation. Quelles sont les grandes victoires atteignables qui donnent envie à l'équipe de continuer? Moi, j'invite à voir ensemble, à se soutenir en vivant le processus en équipe, en y trouvant des plaisirs partagés. N'attendez pas la passe d'une coéquipière avant de lui en faire une. Pour voir avec votre monde, je vous lance une invitation à articuler votre vision, à mettre des mots sur vos idées, à les partager, à en parler avec votre équipe, à accueillir, à comprendre les mots des autres, à leur faire une place, à construire une vision commune en pratiquant le dialogue, en initiant même le dialogue. Si on travaille fort pour mettre en place toutes les conditions gagnantes, mais qu'il manque des actions pour incarner le changement auprès des apprenants, on multipliera tout ça par zéro. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que chaque petite action a le potentiel de multiplier l'effet de ce qui est en place. L'action, c'est le facteur multiplicateur qui mène à l'innovation. J'invite à s'aventurer sur le chemin étrange de l'innovation. On n'attend pas une vision, une motivation, une compétence, une ressource ou un plan. On développe tout ça, on crée, on invente. J'invite à oser s'aventurer, avancer d'un pas, découvrir, semer les graines de votre jardin luxuriant. J'invite finalement à cultiver le changement, comme notre jardinier du début, patiemment, une action après l'autre, fil des saisons, conscient du mouvement, de la vie qui se crée dans le jardin. J'invite à être un leader à l'image jardinier, par votre conscience, vos choix, vos réflexions, vos paroles, mais surtout par la générosité de vos gestes, de vos actions. Wouh! Hey! Ça roule! Wow! Vraiment. J'ai adoré la façon que tu as eu de positionner des actions sur des éléments qui étaient peut-être pas nécessairement une invitation à bouger, à entrer en mouvement. Bravo. Tu peux prendre le temps de lire le chat. Tu vas voir qu'il y a eu beaucoup d'échanges pendant ton pêche à coucher. Ça a fait réfléchir beaucoup de monde. Défi relevé, mon ami. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sentais bien après trois ou quatre phrases. Eh oui, c'est ça. C'est comme quand tu vas Ouais, faire c'est ton ça. premier. C'est comme quand tu vas faire ton Juste premier de se kickflip, là. lancer. C'est C'est le juste quand tu premier vas faire. test. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand tu vas faire ton premier kickflip, ça va être pareil. Merci beaucoup, Jean. Je te laisse aller lire dans le chat la réaction des gens, Jean. Et n'hésitez pas à écrire un beau petit mot ou montrer qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette invitation-là de Jean. Merci beaucoup. Donc, on y va avec notre deuxième personne qui va y aller avec le pêche à couche à ce midi. D'abord, enseignante au secondaire durant quelques années, puis au collégial près de 10 ans, Marielle Domingue est maintenant conseillère pédagogique et répondante reptique à l'ITAQ. Passionnée de technopédagogie, elle s'intéresse au développement des compétences dites du 21e siècle, à la pédagogie inclusive et aux approches innovantes, telles la ludification en enseignement, pour ne nommer que ceux-là.
laissons place à celle que l'on nomme la ludificatrice Jedi, Marielle Domingue. Oh yeah! Oh yeah! Son petit Yoda, ça va bien aller. Yoda, il est super zen. Bon, et parfait. Donc, t'es prête? Comment tu te sens? Ben, j'ai hâte. Hey, ça va sérieux, là. Genre, c'était trop inspirant. Puis, écoute, non, c'est dur de passer après ça, là. La marche est haute. Non, non, mais c'était vraiment là, génial. J'ai beaucoup aimé ton langue, là. Wow. J'ai hâte de plonger. Ben, on y va tout de suite. Donc, Marielle, je te laisse vivre ton moment, profites-en et on se revoit dans 6 minutes 40. Puis là, je vais vous poser une ou deux petites questions au début, là. Je veux vous voir dans le clavardage répondre, là. Super. Donc, est-ce qu'on a... Oui, Oh, attends un petit peu. Est-ce qu'on a un décompte? Oui, je vais te donner ça, Marielle. Donc, tu peux suivre mon petit curseur dans le bas de l'écran. Alors, Ici. t'es prête? Oui. Un, deux, trois, go. OK, on va faire un petit voyage ensemble. On retourne en enfance, dans le bon vieux temps, quand la chose qui nous préoccupait le plus, dans le fond, ben, c'était de jouer. Il n'y en avait pas de problème, il n'y en avait pas d'obstacle assez grand pour vraiment nous empêcher de vouloir jouer. Des cailloux, une boîte de carton, un vire-vent, tout devenait un jeu. Puis quand on y pense, là, nos premiers vrais compagnons de jeu, ben, c'est un frère, une sœur, une mère. Puis vous, imaginez-vous tout petit, à quoi vous jouez? Je vais voir dans le clavardage, là. Pensez-y, la version de vous-même à 4, 5, 6 ans, 7, 8 ans, à quoi vous jouez? La petite fille, le petit gars qui joue, je vois les blocs Lego, jouer dehors à la tag, à l'espionne. Wow, OK. Ben, j'ai envie de savoir, il rêve à quoi cet enfant-là? Dites-le moi aussi, à quoi il rêve? C'était quoi vos rêves d'enfant? Jouer toute sa vie. Quand je serai grand, là, je peux jouer toute ma vie. Je veux aller dans l'espace. Je veux être une princesse. Une bien grande question, hein, quand je serai grand. Puis là, moi, je suis maman, ça fait que je me mets à penser à mon garçon Noah. Il a des rêves, cet enfant-là. Puis comme toute bonne maman, ben, je crois en lui. Quand je serai grand, je veux être un joueur de hockey professionnel. Puis de baseball aussi, là, comme bien des petits gars de son âge. Ben, fonce, mon homme, je vais être là pour toi. Soit une princesse, soit un joueur de hockey, tout ce que tu veux. Quand je serai grand, je serai un joueur de hockey professionnel. Puis là, ça commence. Tu sais, il y a juste un petit pourcentage de joueurs qui percent vraiment, hein. T'as-tu pensé à un plan B? Ah, c'est cute, mais pour vrai, tu veux faire quoi? À quel moment qu'on s'est permis de dire ou de laisser penser à un enfant que c'était pas possible? Pour moi, ça, c'est la peur qui parle, la peur de l'échec. Mais moi, j'ai envie de croire que tout est possible. Mais oui, c'est sûr, ça va arriver des essais, des erreurs, même que souvent, ça en prend pour réajuster le tir, hein. Changer de cible peut-être. Mais ceux qui réalisent des choses dites impossibles, ben, ils ont cru à un moment donné. Il n'y en a pas de secret. Il faut croire en soi d'abord. Le fameux lion, le roi de la jungle. Vous savez ça, que ça lui prend 7 à 10 fois, lui, pour réussir à capturer sa proie. Est-ce qu'il abandonne? Non. C'est pas une option d'arrêter, d'abandonner. Pensez-vous que pour lui, c'est une option de dire qu'il n'y arrivera pas? Non. C'est sa confiance en soi qui fait toute la différence. Puis là, ça va vite. Ça évolue plus que jamais. Ça évolue à vitesse grand V. Je vous apprends rien, là, hein? On a besoin de s'adapter rapidement. On veut amener des changements, des nouvelles pratiques. On ne veut pas manquer le train. Bien, ça veut dire qu'il faut être prêt à mettre en place les conditions nécessaires pour les amener, ces changements-là, pour innover. Innover, oui, mais moi, aujourd'hui, j'entends le sens, pas innovation technologique, puis gros budget, puis gros projet, là. Pour moi, ça se joue à l'échelle humaine. C'est changer de posture, entre autres, tu sais, puis aussi à l'échelle de nos classes, de nos écoles. C'est là que ça commence, puis c'est là que c'est accessible pour nous au quotidien. On veut innover. Mais avant tout, ça prend une vision, une intention, ça prend des objectifs. Comme un vieux sage un jour m'a dit, si on ne sait pas où on va, ben, il ne faut pas être surpris d'aller nulle part. Tu sais, si on veut se rendre au bon endroit, ben, faut la rentrée, il faut prendre le temps de la rentrée, cette adresse-là dans le GPS. On veut innover, ben, ça implique qu'il va y en avoir des essais. Il faut même le prévoir dans le plan de match. Ça fait partie du contrat.
On va expérimenter, bonifier, on reteste, on valide. On assume qu'il va en avoir des erreurs, justement, des ajustements à faire. Il n'y a pas d'échec, juste des apprentissages. On veut innover. On assume qu'il va y avoir un certain risque. Ça, il n'y a pas de risque, là, il n'y en a rien de nouveau, hein. Puis, on veut des résultats différents, ben, il faut agir différemment. Si on sème toujours les mêmes graines, ben, je vous laisse deviner la suite. Faut pas reprendre la thématique là, du jardinier, là, c'est un hasard. Donc, là, c'est bien beau tout ça, là, mais pour permettre ça, ben, ça prend un contexte favorable. Puis pour ça, ben, il faut le planifier par des actions concrètes puis réfléchies. Il faut réussir à mettre en place une culture qui permet l'erreur, qui valorise l'erreur en fait, qui permet de tester, de revenir, de se réajuster. C'est la théorie des petits pas. Il faut que les gens se sentent en confiance puis à l'aise d'expérimenter puis d'explorer. Puis on va aussi gagner à être assez en confiance pour partager aux autres ensemble, bénéficier de l'expérience des autres, leurs bons coups, leurs défis. Ça prend des bons leaders pour permettre ça. Ça prend aussi une bonne équipe. La dynamique de l'équipe, la capacité de collaboration, ça fait toute la différence. À plusieurs, bien, on élabore des solutions plus durables, on a une vision, une meilleure vision d'ensemble d'une situation. On se challenge au co-construit. C'est la force d'un groupe. Puis, comme on dit souvent en Fadio, ben, seul on va vite, mais ensemble, dans le chat, on va plus loin. Au bout du compte, là, moi, oui, on va loin. Au bout du compte, ben, souvent, ce qui arrive, ben, on est paralysé par les peurs, les fausses croyances, conscientes ou non, hein. On cherche la perfection, ça nous freine à passer à l'action. Moi, je vous dis, osez, lancez-vous. Puis, n'oubliez pas que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Puis, si on revient aux jeunes, ben, moi, je me dis toujours que ça pourrait être mon enfant. L'élève en difficulté dans la classe, le jeune qui travaille le soir au team, c'est peut-être le vôtre. Être tolérant envers eux, garder en tête qu'ils sont en développement, ils construisent leur estime de soi. Ils ont besoin des retours constructifs. Le droit à l'erreur, c'est pour eux aussi. Il n'y en a pas d'échec, que des apprentissages. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? À changer, à créer pour permettre à ces jeunes-là de réaliser leurs rêves. Comme enseignants, intervenants, parents, directrices, quel risque on est prêt à prendre pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire différemment pour créer les meilleures conditions possibles? Pour amener nos enfants, et ça me touche, je sais, pour amener nos enfants à les réaliser leurs propres rêves. Moi, j'y crois que Noah, ben, il va les réaliser, ses rêves. Voilà. T'es bonne à t'en tenir comme ça parce que moi, j'ai pas réussi. Hey, wow! Comment tu te sens? J'ai vu. Écoutez, merci pour les beaux commentaires, là, mais j'ai vu le visage de mon garçon, puis tu vois que c'est très sincère ce que j'ai partagé. Mais écoute, avec tout ce que tu as dit, moi, je suis certaine que ton garçon, ça va être la personne la mieux accompagnée pour lui réaliser ses rêves, ma belle Marielle. Tu nous as vraiment permis de rentrer dans ton univers. Tu t'es basé là-dessus pour nous faire comprendre un message important. Vraiment. Félicitations. On est tous très fiers de toi dans le chat. Tu prendras le temps de relire, là, reprends tes esprits, puis prends-le. Vraiment. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci Anna. Ah, quel Oui, bel humain, quel bel être humain. à nos beaux petits-enfants qui sont les plus beaux humains du monde. Merci, Marie. Hey, c'est tellement beau les pêches à coucha parce que les participants, là, quand je leur ai envoyé le courriel, ils ont eu le thème du pêche à coucha, le thème de la semaine de la femme, puis c'est tout. C'est comme, qu'est-ce que ça sonne chez vous? On sait que des fois, quand on fait ça avec nos élèves, ils sortent un peu n'importe quoi, hein? Mais tu sais, vous voyez, là, ils sortent pas n'importe quoi. On est vraiment avec des... On se recoupe, tu sais, on utilise un peu les mêmes métaphores, on va chercher les choses importantes. Ben, c'est ça le pêche à qui est merveilleux, c'est de voir comment chaque personne trouve à tirer son épingle du jeu dans l'ambiguïté. La tolérance à l'ambiguïté. On y va avec notre prochain présentateur. Il a enseigné au primaire pendant 20 ans. Il a ensuite été conseiller pédagogique en intégration des technologies pendant 3 ans. Il est maintenant de retour en classe de 5e année. Il s'ennuie vraiment de ses élèves.
Il aime essayer, tester, faire des erreurs, se reprendre et réessayer à nouveau afin de trouver des nouvelles façons de faire. Ses élèves l'aident beaucoup dans ses explorations. Il est convaincu que c'est eux les meilleurs en la matière et que les liens qui sont créés avec eux, c'est ce qui est le plus important. Quand on m'a dit que j'animais le pêche à coucha de la semaine de la FAD, j'ai tout de suite pensé à lui pour le faire. Grand rêveur, acteur de changement, en perpétuelle recherche pour améliorer les choses parce qu'il croit vraiment aux humains dans le milieu. On va laisser place à mon ami Pierre Gagnon maintenant, qui va nous faire son pêche à coucha en lien avec l'innovation au centre de la pratique. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va Toi, ça super. va? Oui? Oui, ça va super bien. J'adore ce moment. Moi, j'adore le rôle que j'ai. J'avais un vibrato avant d'ouvrir mon mini. J'avais un petit. Avec la présentation précédente, là, Ouais, c'est hein? ça, là. Guys, il faut aider ceux qui suivent, hein? Soyez pas trop émotifs, là. Moi, j'en shake, là, ciboulette. Non, non, mais ça. C'est très inspirant. C'est très inspirant ce qu'on a écouté. Vraiment, vraiment. Ben, écoute, maintenant, c'est à ton tour, Pierre, de nous laisser voir comment tu as tiré ton épingle du jeu avec cette thématique-là. Donc, je te laisse prendre la parole. Je te souhaite un beau moment. Profite-en. C'est nourrissant autant pour les personnes qui t'écoutent que pour toi-même. Donc, on se revoit dans 6 minutes 40. Bon pêche à Merci. coucha. Merci. Bon, bien, Pierre, je vais partager Mhm. l'écran. Alors, tu peux suivre le petit curseur en bas. Je vais te dire. Bien sûr. Alors, tu es prêt? Ah, je suis pas bien. Attends un petit peu, là. Je viens d'avoir une petite fenêtre. OK. Ben, prêt. Prêt, on n'est jamais prêt, mais oui, oui, on va dire que oui, là. On y va. 2, go. Ben, je veux commencer par remercier tous ceux et celles qui ont pensé à moi. Laurie a pensé à moi, puis de me donner cette opportunité-là. Puis, je vais vous parler de l'innovation. Je vais commencer par l'innovation. À la sauce Pierre Gagnon, je vous le dis, en passant, j'ai beaucoup de difficultés à me préparer à l'avance pour ces choses-là. Ça rumine, puis tout ça. Puis, je me suis. Dès que j'ai raccroché avec Laurie, j'ai commencé à me poser des questions. Mais que fus-je? Que puis-je, mesdames et messieurs? Où est-ce que je m'en vais avec cette patente-là? Quel angle vais-je prendre? Je réfléchis, ça tourne, je commence à tourner en rond. Je commence même à faire quelques reflux, là. C'est pas facile. Je ne suis pas capable de me fixer. J'ai pas assez proche. Je dis, est-ce que je vais demander à ChatGPT? Tu sais? Puis là, je me suis demandé, c'est quoi innover en 2014, en 2024? C'est quoi innover? Là, je me dis, ben, sais-tu travailler de la technologie? On part de données probantes, l'enseignement explicite, le constructivisme, l'école dehors, en ligne dehors, tu sais, ça peut être plein de choses. Puis là, je me suis rappelé qu'est-ce qui m'a fait innover, selon moi. Et là, on a vu l'arrivée des réseaux sociaux. En passant, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Puis là, je me suis dit, ah, je vois les pédagogues faire autrement. J'ai plein d'idées. Quelle manne! C'est une rivière de projets, une avalanche. Mais que dis-je? Un ouragan, mais c'est peut-être un piège parce que quand tu vois les autres faire, tu fais comme, est-ce que j'en fais assez? Puis là, tu commences à paniquer un petit peu. Hein? Vous pouvez écrire ceux et celles qui stressent de temps en temps en regardant ce que les autres font. Hein? Puis là, tu te dis, est-ce que j'en fais suffisamment? Puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, Pierre, le chemin le plus court, c'est toujours celui que tu connais. Ouais, mais là, quand je vois ce que les autres font, j'ai un syndrome qui apparaît, puis c'est le syndrome de l'imposteur. Je me sens mal, tu dors plus, ça va pas bien ton affaire. Puis là, tu te sens l'imposteur. Même tes élèves te disent, Pierre, t'en fais peut-être pas assez. Ils te le disent pas, mais c'est dans leurs yeux que tu vois ça. Tu deviens un peu parano d'ailleurs. Puis là, tu te dis, écoute, je vais faire l'inventaire de ce que je fais. Il y en a qui ont des grandes listes, il y en a qui ont des petites listes. Puis là, je fais un forms avec mes élèves, je leur fais un petit quiz à la fin. Est-ce que c'est ça, innover? Bien, peut-être. Ma liste n'est pas grande, puis des fois, elle peut être plus longue pour certaines personnes. Mais là, j'ai une autre question. Est-ce que ce que je fais dans ma liste permet à mes élèves de mieux réussir? Tu sais, là, à un moment donné, on se pose la question, tu sais, là, ça défile, hein, ça défile vite. Là, tu fais comme, est-ce que ce que je fais, ça a un impact? Une autre question, est-ce que je suis équipé pour mesurer ce que mes innovations ont comme effet chez mes élèves, sur un type d'élève, sur un autre type? Hey, là, ça spinne dans ma tête, je suis en train de virer fou, puis j'en viens presque plus à bout.
Mais là, ça devient vraiment intense. Puis là, je me dis, ben écoute, calmons-nous le pompon un petit peu, puis allons voir ce qui se passe ailleurs. Comment que les autres professions font avec l'innovation? Comment ils font? Moi, je pense pas qu'un jour, un médecin est arrivé dans le bureau en disant à son patient, hey, j'ai vu un nouveau site Internet, on va essayer ça avec toi. Hein? Je pense pas. Donc, je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux et celles qui ont choisi le thème. Euh, je trouve que le mot innover commence à être un petit peu galvaudé. Parce que si on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, puis on ne sait pas c'est quoi innover dans notre classe maintenant, ça n'a plus de sens, ce mot-là. Donc, je vous pose une question. Avec moi aujourd'hui, on va revenir à la base. D'après vous, c'est quoi la base? Écrivez-moi ça pendant que je prenne une gorgée. On revient à la base. Là, je vous envoie dans une nouvelle tangente. OK? On part, on fait 180. OK? Je vous avertis, ça se peut que tu sois en accord, ça se peut que tu ne sois pas en accord. Je m'assume très bien, je m'accepte là-dedans, je prends des risques, puis je m'en vais par là-bas. La question que j'ai envie de vous poser, c'est avec qui on travaille? Bien, premièrement, on travaille avec des collègues, des amis, même des directions d'école. On travaille avec notre famille aussi, hein? Notre famille fait partie de nous autres, ça. Donc, à tous les jours, on travaille avec des humains, des adultes, mais les jeunes d'aujourd'hui, hein? On dit ça souvent, les jeunes d'aujourd'hui, mais en passant, les jeunes d'aujourd'hui font aussi face aux réseaux sociaux. Puis quand on voit une fille comme ça qui fait 7 000 $ à faire des lives TikTok, hein? Puis, oh, qui est donc bien beau, lui, elle est donc bien belle, elle, hey, ils gagnent leur vie à voyager. Venez pas me dire que si vous étiez des jeunes aujourd'hui, vous ne seriez pas aussi mêlés qu'eux autres. Alors là, on va innover. Et si innover, c'était prendre soin. Hein? Là, ce qu'on va faire, on va mettre tout ce qu'on connaît, tous nos irritants même, on va mettre ça derrière, OK? Même derrière nos élèves. Puis là, on va commencer par nous autres. On va prendre soin de nous. On n'est pas vraiment bon là-dedans. On est vraiment même très poche. On n'est pas capable de dire non. Alors là, vous allez commencer à apprendre à dire non. Puis apprendre à dire non, c'est se dire oui. Puis vous allez sortir ou faire quelque chose que vous aimez pendant 30 minutes par jour. Alors là, on a un mouvement. Puis savez-vous quoi? Quand tu vas avoir compris que la personne la plus importante, c'est toi, puis là, tu me dis, Pierre, j'ai pas le temps 30 minutes. Ouais, quand ça va être important, tu vas trouver le temps. Là, on va prendre le temps des autres, prendre soin des autres. Oui, la famille, les amis, ça va, mais on prend soin de nos collègues aussi. Même les irritants, hein? Tu sais, on a des collègues un peu irritants. Quand on les connaît plus, on comprend plus. Et là, c'est à partir du moment que tu sais que tu es la personne la plus importante, ta tête est vide, tu prends soin de toi, puis là, tu peux engager des conversations avec tes collègues puis dire, waouh, ce que tu fais là, c'est bien, j'ai le temps d'en prendre, je suis capable d'en prendre. Et on se vide la tête. Et puis, savez-vous quoi? C'est à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, qu'on qu'on est prêt à innover, et qu'on est prêt à trouver un nouveau chemin. Mesdames et messieurs, j'espère vous avoir donné envie aujourd'hui d'essayer d'innover et de prendre soin de vous. Je Bravo. sais pas, je sais pas. C'est pas Je pense... quoi? Non, mais tu sais, quand on parle de syndrome de l'imposteur, quand on Ouais, a raccroché toi et moi, ouais. c'est un syndrome qui apparaît facilement et rapidement, tout de suite, là. Pourquoi moi? Il y a des centaines de personnes que tu aurais pu choisir. Et Ouais. là, c'est ça. Donc, puis là, c'est moi qui fais une présentation, mais tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand on est devant nos élèves, le syndrome de l'imposteur arrive assez rapidement. Alors, quand on prend soin de nous autres, on est capable de relativiser les choses, puis on fait comme, attends un peu, là. Tu sais, tu peux aussi faire confiance à la personne qui te demande de le faire. Tu sais, des fois, tu te dis, moi, je le ferai pas, mais si cette personne-là reconnaît en moi quelque chose pour que je le fasse, ça doit être parce qu'elle voit quelque chose que peut-être que moi, je vois pas encore. Puis Il y a tout développer. ça. Il y Sois a tout conscient, ça. sois conscient, Pierre, que, tu sais, à la Non, non. base, c'est quelqu'un qui va avoir un impact positif dans le milieu de l'éducation. Mais, tu sais,
Le Non, syndrome de mais l'imposteur n'est pas facile à gérer dans ces cas-là. Je comprends. Non, non, mais tu sais, je sais ce que je vaux, puis je sais ce que je fais, puis tout ça. OK, Reste que. attends. Est-ce que vous allez pouvoir couper ce bout-là puis y envoyer par message, s'il vous Non, plaît, pour être... non! Quand ça Non, y non, 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 pogne, moi, ça va super bien. Il y a juste que ce que je suis en train de dire aux gens, c'est que ça arrive à tout le monde, ce oui. syndrome-là. Oh oui. Et il faut être capable de passer par-dessus et de voir autre chose. Donc, voilà. On va en parler d'ailleurs à la fin, après notre dernière participante, de ça, du fait que des fois, on est mis devant un défi, puis que le fait pas de bouger va nous amener ailleurs. Merci beaucoup pour ta réflexion. Puis, tu sais, j'ai aimé ça aussi au début quand tu as dit, parce que je me souviens de t'avoir appelé, puis tu m'as dit, ben moi, l'innovation, je sais pas jusqu'à quel point je crois à ça. J'ai dit, ton péché à coucher peut être contre mon thème, je m'en fous. C'est juste ça que je te donne. Tu as le droit d'être contre mon thème. Je le prendrai pas personnel. Non, En je autant que ce sais. soit pertinent, ben bravo Pierre, puis tu peux prendre le temps de lire dans le chat. Tu as vraiment eu un bel impact encore une fois. Aïe aïe. Pour vrai, j'aime tellement le moment qu'on vit en ce moment. J'ai des frissons. Je me Merci souviens, tout le monde. quand Maxime il l'avait animé, il me disait ça, j'ai des frissons, là. C'est ça que je vis en ce moment. Vous êtes prêts pour la cerise sur le Sunday? Donc, la dernière personne à passer aujourd'hui. Géographe enthousiaste et conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'Université du Québec à Rimouski, Émilie conjugue sa passion pour les montagnes et son expertise en éducation pour explorer les sommets à la recherche d'inspiration. Dans un paysage éducatif en mouvement, elle défriche, elle explore, voire même elle trace des nouveaux sentiers et partage le parcours aux ressources enseignantes qu'elle croise sur son chemin. Son objectif est simple, préparer les ressources enseignantes pour les défis et les sentiers parfois escarpés qu'ils peuvent rencontrer, mais surtout leur offrir l'opportunité de laisser un impact durable dans les apprentissages de leurs étudiantes et étudiants. Pour ma part, je l'ai rencontré lors d'une ascension du Mont-Saint-Anne en octobre 2022. Puis c'est elle qui me guidait vers le sommet. Puis une chance qu'elle était là parce que moi, je tirais sincèrement de la patte derrière son énergie débordante. Alors voici pour clore notre édition du Péché à coucher 2024, Madame Émilie Ringuet ou Ringuette. On n'était pas sûr. Ringuet. Ringuet, donc Émilie Ringuet. Comment tu te sens? Oui. Hey, je sais pas, là. Passant dernier, c'est challengeant aussi, hein, quand on voit les belles réussites. En même temps, c'est inspirant, mais ça fait que moi, j'ai ma boule dans le ventre depuis midi, tu sais, puis il est midi 43, tandis que là, il y en a qui relaxent depuis longtemps. Mais voilà. C'est à mon tour. Donc, ça va être la façon dont tu vas avoir vécu ton péché à coucher, toi. Oui, effectivement, voilà. Donc, t'es prête? On y va? Ouais, Maestro, dernier partage d'écran. Bon succès, Émilie. merci. Alors, Émilie, encore une fois, tu peux suivre mon curseur dans le bas de l'écran. Ouais, Prête? Un, ouais. deux, trois, go. Bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Émilie Ringuet, conseillère en pédagogie, technopédagogie et aussi chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. C'est avec un réel plaisir et un peu de stress, soyons honnêtes, que je vais vous parler de ma vision de l'innovation en pédagogie, mais surtout de l'importance du ou encore des mouvements. Donc, puisque je suis avant tout une géographe de formation, j'ai décidé d'illustrer mes perceptions du monde de l'éducation et de l'innovation en utilisant un parallèle avec la tectonique des plaques, ce cadre essentiel pour comprendre les paysages terrestres. Bien qu'à première vue, la surface de la Terre semble calme et stable, elle est en fait en mouvement constant et ça depuis des millions d'années. La surface de la Terre est découpée en une série de plaques de taille variée. Flottant sur un magma visqueux, ces plaques s'ajustent aux contraintes géologiques en subissant différents types de mouvements et en interagissant avec les autres, sculptant ainsi notre paysage terrestre de manière continue et de façon dynamique. De façon analogue, le monde de l'éducation n'est pas fixe et immuable. Il se présente aussi comme un paysage en mouvement où les idées, les conceptions, les méthodes d'enseignement et les technologies éducatives interagissent pour s'ajuster et s'adapter aux besoins changeants des apprenants et de la société. Prenons donc un moment pour explorer ensemble ces différents mouvements. Lorsque les plaques tectoniques convergent dans la même direction, il y aura inévitablement une collision. Bien que nos conceptions, nos méthodes, nos pratiques d'enseignement sont parfois mises à rude épreuve en étant fracturées, pliées, compressées dans des structures complexes, il est bon de se rappeler que les zones de convergence sont l'endroit sur Terre où les majestueuses montagnes sont créées. Pourquoi donc ne pas utiliser ces forces convergentes?
pour créer une synergie, une combinaison d'expériences, de savoir-faire. L'individu progresse peut-être plus rapidement seul, mais c'est ensemble que nous pouvons atteindre de plus hauts sommets. C'est ensemble que nous sommes le plus efficaces et que nous augmentons notre capacité de résolution de problèmes. Outre la convergence, il y a aussi la divergence, cet endroit où la croûte terrestre se fracture. Et de cette fracture naîtra un océan avec en son centre une dorsale océanique, soit littéralement une chaîne de montagnes submergées. Une fois le mouvement de divergence, impossible de revenir en arrière. Il faut composer avec cette fracture, il faut composer avec ce mouvement. Et pour moi, l'avènement du numérique est un bel exemple de fracture. Il a transformé et transforme encore le monde de l'éducation. Bien que parfois déstabilisant, le mouvement initie la créativité, l'ingéniosité, l'inspiration et l'originalité. Après tout, les zones de divergence sont les seuls endroits sur Terre où il y a création de nouvelles plaques tectoniques. Dans ce monde en perpétuel mouvement, j'aimerais que nous nous inspirions des failles transformantes. Ces failles transforment des mouvements convergents ou divergents en des mouvements de glissement. Certes, ça ne se fait pas sans contrainte, là, mais au final, les plaques glissent les unes à côté des autres, et ce, même si elles vont dans des directions opposées. Et si ce n'était pas ça la clé? Pourquoi toujours trouver une façon de faire la meilleure pratique? Pourquoi toujours opposer présence à distance, magistral à expérientiel, behaviorisme à socio-constructivisme? Deux directions opposées ne veulent pas dire qu'il faut forcément choisir l'une ou l'autre, mais plutôt de trouver un équilibre dynamique qui tire parti de leurs forces respectives. Après tout, le monde de l'éducation, il est diversifié, tout comme les besoins de la population étudiante. Différentes conceptions, méthodes ou pratiques peuvent coexister dans la mesure où elles sont adaptées au contexte. Des orientations divergentes ne sont pas automatiquement défavorables et peuvent au contraire transformer positivement le paysage pédagogique. Bien entendu, malgré toute notre volonté à s'adapter au mouvement et aux contraintes, il y a toujours quelque chose qu'on n'aura pas prévu dans le tableau de bord. Et ça, en géographie, ça s'appelle un point chaud. Ça veut dire l'endroit précis là, où au milieu d'une plaque tectonique, où c'est supposé d'être calme, là, on est loin de toute frontière, bien, le magma va jaillir et va nous former un volcan. Et ce premier volcan bien, va être suivi de plusieurs autres au fur et à mesure que notre plaque tectonique va passer par-dessus notre point chaud. Et là, ce point chaud-là, ça ne disparaît pas. Hein. Il peut être plus ou moins intense, mais une fois qu'il est créé, on est prêt avec. C'est d'ailleurs comme ça qu'ont été créées les îles d'Hawaï et que seront créées les prochaines îles à venir. Les insulaires se sont adaptés et ont appris à vivre avec le point chaud. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec tout ce qu'on vit en ce moment et l'intelligence artificielle. Tout comme le point chaud, l'IA, c'est une réalité à laquelle il faut s'habituer et s'adapter. Elle nous pousse à repenser nos approches pédagogiques, nos méthodes d'enseignement, à réfléchir à notre rôle, nos responsabilités. Et je le sais, c'est déstabilisant, puis je dirais même que parfois, c'est déroutant. Mais j'aimerais qu'on garde en tête que bien que déstabilisant, les points chauds, c'est les moteurs des plaques tectoniques parce que c'est eux qui amorcent les cellules de convection et qui initient le mouvement. Après tout, il n'y a pas si longtemps, on était bousculés par la pandémie qui nous a forcés à nous réinventer, alors que pour plusieurs d'entre nous, l'idée même d'enseigner ou d'apprendre à distance semblait improbable ou impossible. Fascinant de constater à quel point notre perception du possible a évolué en si peu de temps. La transition vers l'enseignement à distance, ça a représenté un défi de taille, mais ça a également ouvert des nouvelles perspectives et opportunités. On y a tous développé des nouvelles compétences, exploré des nouvelles avenues et renforcé notre résilience. Comme quoi, mais les perturbations, bien que c'est déstabilisant à première vue, bien, ça peut aussi être vu comme des catalyseurs de changement. Comme les plaques s'ajustent aux différentes contraintes géologiques, bien, les institutions, les enseignants, les élèves, ils s'adaptent eux aussi aux changements constants dans le paysage éducatif, ce qui révèle leur capacité à innover et à évoluer face à l'incertitude. Mais je le sais, pour y arriver, bien, ça prend du temps, parce que le changement, ce n'est pas toujours immédiatement perceptible. Ça nous prend souvent une rétrospective pour reconnaître pleinement les avancées réalisées puis les transformations qui ont façonné notre paysage éducatif. Cependant, c'est en effectuant des petits pas chaque jour que nous cultivons un terrain propice à l'innovation en éducation. Tout comme les plaques tectoniques interagissent ensemble, les acteurs de l'éducation doivent collaborer, mettre à profit leurs forces, leur diversité et la richesse de leurs expériences. C'est de cet esprit d'entraide que naîtra l'inspiration pour nourrir l'émergence de méthodes pédagogiques novatrices et créer un paysage éducatif dynamique et innovant. Et que tout comme les plaques tectoniques se déplacent inévitablement de quelques centimètres par année, bien, nous devons avancer, nous aussi, malgré les obstacles, pour construire des environnements d'apprentissage plus créatifs, plus inclusifs et enrichissants pour tous les apprenants. Parce qu'au final, l'important, c'est d'être en mouvement.
Mais quelle analogie merveilleuse, là. Quand tu vas prendre le temps de lire dans le chat, là, sérieusement, je trouve ça vraiment merveilleux, le parallèle que tu as réussi à faire entre la géographie, puis le mouvement des plaques, et l'éducation. Vraiment. Félicitations. Solide. Comment tu te sens, là? Ah, bien, c'était vraiment le fun. Oui? Oui? Oui, Passé en oui, dernier, finalement? c'était correct. Ben oui. Ben là, un coup que c'est fait, tu sais, on n'a plus la petite boule dans le ventre, là. Mais Mais non, non. c'était un beau défi, c'était vraiment un beau défi, puis je voulais vraiment y mettre ma couleur parce que, tu sais, on parlait du sentiment d'imposteur tout à l'heure. Je suis quand même géographe de formation, puis j'ai une maîtrise en bio, là. Donc, voilà. Mais c'est pas parce qu'on a ce parcours-là, peut-être plus atypique, ben, qu'on n'est pas pédagogue pour autant, puis qu'on peut pas, c'est ça, dire quelque chose d'intelligent au sujet de C'est l'innovation. Fait que je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire le parallèle entre les deux. C'était vraiment, voilà, mon très défi. solide. Tu sais, oui, les parcours atypiques, moi, dans ma tête à moi, sont typiques dans le sens où il y en a tellement des parcours, il n'y a pas un parcours qui est typique, là. Tu sais, c'est les parcours qui sont nous, les nôtres. J'inviterais Voilà. les trois autres personnes qui se sont prêtées au jeu ce midi pour un petit 3 à 4 minutes d'échange entre nous rapidement. Donc, et Marielle, oui, bonjour. Hey, vous êtes tous ensemble dans l'écran. Donc, j'aimerais savoir en rapidement, parce que j'aimerais qu'on passe, qu'on on ait le temps d'entendre tout le monde. On va y aller en ordre de passation. Donc, Jean, Marielle, Pierre et Émilie. Ça vous a permis de faire un mouvement, de faire le pêche à coucha. Mm. C'est un peu une sorte Mm. d'innovation de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans notre quotidien. C'est une innovation peut-être à plus petite échelle. C'est quoi qui a eu le plus grand impact, vous pensez, sur la façon dont vous allez faire voir les choses ou de faire des demandes, bref, dans votre quotidien, d'avoir ce défi-là à relever ou un défi en particulier? Est-ce que vous avez senti que ça vous a permis de réfléchir à des choses, de découvrir aussi? Donc, je commencerai avec Jean. Comment tu as vécu ça, la création là, de ton pêche à coucher? Il y en a des sous-questions là-dedans. Comment j'ai vécu ça? J'avais un flash au début. Je voulais parler de développement professionnel, ça passe par le travail sur soi pour s'engager dans le mouvement. Là, j'ai développé quelque chose, puis j'ai fait une belle boule de papier avec ça. Tu sais, il faut. C'est ça. Il faut que ça vienne un peu naturellement, là. C'est ça qu'on se rend compte, là. Quand on se lance là-dedans, on organise nos idées. Puis quand on se lance dans un processus de création, ben, on, on brasse beaucoup d'idées. Puis c'est au fil de mon action dans le reste de mon travail ah oui, ça devient tellement prenant. Ah oui, ça, je pourrais utiliser ça, ça, je pourrais en parler. Et ma structure, hein, je posais quelque chose, puis après ça, je le redéballais à l'envers, mais je n'ai pas pensé à ça avant. Je n'ai pas fait un cadre dans le milieu, je revirais de base. J'ai commencé, puis ça a découlé tout seul. Fait que c'est un peu. C'était vraiment un processus créatif itératif, là, en mouvement, tout le temps. Super, je suis contente. Oui, il y a beaucoup de sous-questions dans ma question parce que je veux que vous ayez le loisir de choisir quelle partie vous plaît le mieux dans ce que j'ai demandé. C'était voulu. Donc, ensuite, on a eu Marielle. Marielle, de ton côté. Écoute, ben c'est très, très bien ce que Jean a dit, je ne répéterai pas. Moi, en fait, je suis partie, mon point de départ, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir aux gens? Vous avez compris que je suis une fille d'émotion, hein, je sais pas. Mais tu sais, je me suis posé la question, ah ouais, tu sais, j'ai noté des choses, puis là, en fait, là, tout mon, tout le processus, tout le storytelling que j'ai monté, c'était pour amener les émotions. Mais là, à la dernière slide, c'est moi, je me suis fait avoir. Tu sais, c'était pas prévu que moi-même, je me fasse vivre des émotions comme ça. Donc, c'était wow, ouais. Fait que je suis vraiment partie de ça. Moi, quelle est mon intention, puis qu'est-ce que je voulais faire vivre? Des citations, des mots-clés, puis après, là, j'ai construit, là, ouais. C'est vraiment, Parfait. on pourrait en parler longtemps. C'est T'as comme vraiment un peu, fun. t'as comme fait un peu une planification à rebours, là, dans le fond. Tu En sais, plus, j'en suis une adepte, bien sûr. ah, tu sais, dans le fond, t'es parti de l'impact que tu vas avoir, puis après ça, tu as déconstruit pour partir après ça, retourner à ta base à toi. Mais en tout cas, super, Exact. super intéressant. Pierre, de ton côté, Excuse parce que ça parle en même temps. Je suis à l'école, là, puis l'intercom. Euh,
Écoute, moi, quand tu es arrivé avec le sujet, ben, j'ai fait exactement la même démarche. C'est vrai ce que j'ai fait comme démarche, là. Et ce que je trouve euh, pour revenir en classe puis dans une école, quand on va juste chercher les chariots, moi, j'étais au primaire, on va chercher les chariots, là, puis les autres profs te regardent, ouais, qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Et veut pas, il y a même des jugements qui apparaissent, tu sais. Et moi, mon but, c'est de parler à ces profs-là, c'est de dire, regarde, vas-y un pas à la fois. Puis quand que je parlais du chauffeur d'autobus, c'est quand j'ai réservé le bus pour aller à Claire, Québec, au Nouveau-Brunswick, j'avais loué un bus au complet, puis on a réussi à le remplir. Puis on est parti. Et là, c'est lui, le chauffeur, qui m'a dit, Pierre, le chemin que tu connais, c'est toujours le chemin le plus court, jusqu'à temps que quelqu'un te montre un nouveau chemin, t'accompagne dans ce chemin-là pour que ça devienne ton nouveau chemin, tu sais. C'est juste ça, le message, tu sais. C'est le message, le chemin qu'on connaît, c'est ça. Puis à un moment donné, ben oui, c'est long de prendre un autre chemin, mais il faut être ouvert à apprendre un autre chemin. Puis après ça, ben c'est facile d'être en mouvement puis d'essayer des nouvelles affaires, tu sais. Donc, c'était ça. Et ciboulette, guys, prenez soin de vous. Puis je vais terminer juste avec ça. OK? Il faut qu'on soit équilibré. Dans une assiette, on sépare ça en quatre. Il y a moi, il y a ma famille, il y a mes amis et mon travail. Mon travail n'est pas ma vie. Mon travail, c'est une job. Elle est importante, mais les autres corps le sont aussi. Quand on a ça puis qu'on s'est équilibré, là, c'est ça qui est ça. Merci au grand sage pour ces paroles. Wow. Émilie, de ton côté? Écoute, moi, j'ai la chance d'avoir une collègue géologue. Fait qu'on a beaucoup, Caroline Richer, fait qu'on a beaucoup brainstormé ensemble, là. Fait que moi, je me suis beaucoup, c'est ça, en discuter avec des collègues. Mais, tu sais, au-delà de tout ça, moi, ce que j'avais le goût de faire, c'était un peu de voir le positif de tout ça. Parce que, tu sais, parfois, ça va vite, c'est vrai. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, comment qu'on s'adapte, tout ça. Puis, ben, j'avais le goût qu'au final, ce soit un message positif parce que, tu sais, plutôt que de voir une collision comme quelque chose qui nous fracture puis qui compresse, ben, on va l'utiliser comme une synergie. Puis, plutôt que de dire qu'il y a une fracture qui nous sépare, ben, on va voir les forces de chacun. Puis, tu sais, moi, c'était ça un peu l'idée, c'était peu importe ce qui se passe, tu sais, on peut toujours choisir de voir ça du côté positif ou du côté, tu sais, le fameux verre à moitié rempli ou vide, là. Fait que voilà, moi, c'est ce que j'avais le goût de vous transmettre aujourd'hui. Ben, je pense que de un, tout ce que vous aviez comme intention a été vraiment rempli. Donc, bravo, vous avez vraiment atteint votre objectif. Puis de deux, ce qu'on retient le plus, ce qui ressort de chacun de vos péchés à coucha, qui n'était pas dans le thème, puis qui n'était pas sous-entendu nulle part, c'est l'importance des humains à l'intérieur de tout ce fameux mouvement-là d'innovation et d'éducation. Donc, je redonne la parole à Sarah. Merci vraiment, Pierre, Jean, Marielle, Émilie, pour le beau moment. Merci, Fadio, de l'organisation de ce Pécha Coucha qui est, ma foi, toujours un hit, hein? Fait que, Sarah, je te laisse clore cette activité-là. Puis, merci, ça fut vraiment un privilège, là. Ouais, moi aussi, j'ai comme un petit moment de... Moment de question. Mais merci Ouais. beaucoup. Oui, effectivement, merci beaucoup à Jean-Pierre, Marielle et Émilie d'avoir relevé le défi avec brio. Merci Laurie pour ton animation extrêmement humaine et chaleureuse. Merci à l'École branchée d'avoir propulsé ce beau pécha-coucha-là. Je tiens à nommer qu'on a tellement vu vos personnalités à travers votre pécha-coucha, puis c'est ce que je trouve beau. C'était votre personnalité, votre couleur. Merci pour votre partage.